Salut à tous, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette partie 2 du podcast FAQ. On est honnête, si vous avez écouté la fin de la partie 1, on enregistre ça en post-prod parce qu'on s'est rendu compte que c'était très long. Donc n'hésitez pas à aller écouter la partie 1 avant de commencer celle-ci. On va aborder différents sujets. Je suis toujours avec Constant, on enregistre au même moment. De toute façon, comment ça va, Constant? Oh, ça va, je comprends pas, 2h17 de FAQ, c'est trop long en une seule écoute, je comprends pas. Il faut qu'on coupe en deux. Bah, si vous Mais écoutez en x2 comme Tom, franchement, la FAQ, elle dure ça passe 1h15, vite. quoi. Ça passe Mais, vite, mais en hein. tout cas, merci à vous de toutes vos questions, ce qui nous a, ce qui a entraîné cela, les deux parties. Mais voilà, on va enchaîner avec cette partie 2. Donc n'hésitez pas à écouter la partie encore une fois et on commence tout de suite. Bon, passons maintenant un petit peu sur des questions liées aux joueurs plus individuellement et au roster. D'abord, on va parler de Shea. Il y a Don Bisso Shea, du coup, ou Shoshai, je sais pas comment ils veulent dire, du coup, qui nous dit juste Shea 1A. Bon, ça c'est référence à ce qu'on dit depuis longtemps maintenant, toi et moi, ce débat. Bah, on va dire à 99,5% oui, et il manque 0,05% de playoff. Pour moi, c'est juste Non, ça. non, non, Mais non. même là, je pense qu'on n'a plus de doute, quoi. Enfin, Ah non, mais pour moi, c'est pas à 99, c'est en dessous, hein. mais En moi, je suis. dessous. Joel Embiid, c'est un AA en régulière et en playoff, il fait Mais le Non, truc, c'est que même là, si on fait une mauvaise campagne de playoff, il sera quand même au niveau MVP la saison d'après, tu vois. oui, mais c'est pas un AA du coup, c'est une superstar de régulière. Euh... Un A, bon, c'est pas pour moi, c'est Embiid, c'est un toujours A, pas. je suis désolé. Embiid, c'est un Oui, mais A. il emmène pas son équipe au bout, quoi. Est-ce que c'est la question? Je sais pas. Ça dépend de ce Je que pense ça que c'est t'entend. ça la question, hein. Pour moi, un AA, c'est différent d'une superstar. C'est encore au-dessus, tu vois. Ok. T'as les superstars et après t'as les 1A, les mâles alpha que sont les Giannis, les Jokic, les Luka, les Curry, le Prime LeBron. Prime LeBron, en même temps, c'est l'un des deux meilleurs Bon, joueurs de tous LeBron, les c'est temps, pas mais un A, c'est euh, un. C'est. c'est un. Voilà, point. Non, mais pour moi, c'est une superstar. C'est-à-dire que ça y est. Là, il y a plus de trucs où tu te dis peut-être que l'an dernier, machin, je sais pas quoi. Trop Non, là, fort. ça y est, ça y est, ça y est. Puis il a réussi à être encore meilleur que l'an dernier, alors que l'an dernier, il était au NBA First Team. Il faut quand même bien se rendre compte du délire. Oui, c'est sûr, c'est pas Jaylen Brown, hein. On a peut-être revu nos prévisions à la hausse que lorsqu'on avait fait le podcast sur Shea, il y a de ça 1 an et 2 demi. ans, 1 an et demi. C'était durant l'été, donc ouais, 1 an et demi. On a revu nos prévisions à hausse. C'est une superstar, c'est un joueur qui est dans les considérations de MVP, qui est All-Star indiscutable. Donc après, on verra en playoff. Est-ce qu'il est capable de porter OKC sur ses épaules jusqu'au bout? Peut-être, on ne sait pas encore, mais disons que pour l'instant, hormis le 3 points, mais c'est vrai que 3 points, on verra quand on arrivera en playoff Bah ouais. comment ça va se passer. Mais pour l'instant, il y a assez peu de choses qui pourraient amener à penser qu'il n'est pas capable, en tout cas. C'est ça. Moi, en fait, je dis ça à 99% parce que je suis assez confiant sur son impact en playoff. Après, effectivement, tu l'as dit, il y a des limites. Le tir à 3 points, moi, m'embête. Me pose question. Bon, là, il n'y a pas besoin. Mm. Voilà. Mais ça peut poser question en playoff, ça peut être nécessaire. Donc, est-ce qu'il va step up à ce moment-là sur le tir? C'est pas un truc que tu contrôles forcément beaucoup non plus, donc à voir. Mais après, ouais, moi, je le mets très haut dans le. Enfin, voilà, j'attends juste une série de playoffs pour me dire, bon, ok, c'est bon. Mais j'ai pas trop de doutes. J'ai pas trop de doutes. Non, disons que si c'est pas lui, ça va être compliqué quoi, de Ah oui, par contre, trouver. par contre, ça va être très compliqué. Je suis d'accord. Ça va être difficile, quoi. C'est une bonne conclusion. Et après, on a une deuxième question de Tom de Kebdo qui nous demande qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans l'évolution du jeu de Shea depuis qu'il a rejoint OKC. Je vais essayer de changer d'habitude sur ça. Moi, je vais te dire, c'est la dimension physique qu'il a pris dans l'impact. Shea va quand même beaucoup tout droit, notamment sur les transitions, sur là, il prend des tirs où il va tout droit. Bon, il réclame les fautes que pour moi, il va vers le joueur, donc j'ai un peu de mal à les donner. Mm. Mais il avance l'épaule, paf, il tire avec la main, du mauvais côté, etc., en montant sur le joueur, quoi. Alors sans sauter très haut, sans en étant le plus rapide, bien qu'il soit assez rapide quand même sur transition une fois qu'il est lancé.
dans l'impact physique. On le voit jouer des post-up. Bon, il triche beaucoup avec la main, mais c'est jamais sifflé. Mais il les joue bien. Enfin voilà, il y a plein de choses où dans l'impact physique, c'est pas le joueur un peu follant qu'on voyait sur la première année avec Chris Paul, etc. Là, c'est un joueur dominant physiquement. Alors que c'est pas le joueur le plus athlétique de base. C'est pas Ja Morant, quoi. C'est pas ce type de joueur-là. Et c'est ça qui m'impressionne peut-être le plus dans le développement, parce que je sens qu'il passe des steps là-dessus année après année. C'est pas Dwayne Wade. Même si, voilà, franchement, ça m'embête de dire ça, mais quand tu vois le scoring, quand tu vois le style vestimentaire, quand tu vois le style de coiffure, quand tu vois la capacité à piquer pas mal de ballons, ça m'embête de le dire, mais il y a beaucoup d'Allen Iverson. Bon, en plus grand et plus physique. Mais c'est vrai. Et en moins croqueur. Plus efficace, moins crotteur, oui. Moins croqueur et bien meilleur coéquipier. Non, mais pour moi, défensivement, il y a beaucoup de Dwayne Wade. Dites-nous dans les commentaires. Dwayne Wade, j'aime bien la compa. Dwayne Wade, Après, c'est pas mal. Dwayne Wade avait un moins bon tir, mais par contre, il était uber athlétique. Prime Dwayne Wade. Prime Dwayne Wade, c'était n'importe quoi. Les finales 2006 de Dwayne Wade. Enfin bref, je pense que Dwayne Wade, c'est les 3 premières saisons de Dwayne Wade, c'est peut-être même les meilleures que les 3 premières saisons de LeBron James. C'est pour vous dire à quel point c'est un délire. Non, sinon, moi, après ça aussi, c'est un podcast. On pourrait faire un podcast entier sur ça, surtout depuis son arrivée à OKC. Moi, c'est pas l'aspect physique, c'est la capacité à aller dans ses zones via son dribble. Je trouve qu'il y a quand même. C'est-à-dire que je ne suis pas assez expert pour faire un classement, mais je pense pas qu'il y ait 10 joueurs en NBA qui aient un meilleur handle que Shea. Honnêtement, il y en a très peu qui ont un meilleur handle que Shea. Je sais pas. Là, de tête, Kyrie a un meilleur handle. Ouais, mais et après, en fait, Shea, il a un handle archi efficace. Tu vois, Oui. il va pas te mettre un énorme cross comme Kyrie, qui est considéré comme le meilleur handle, parce que c'est archi spectaculaire, ça va vite, ça part dans tous les sens. Après, c'est efficace aussi, Kyrie. Oui, non, mais voilà, dans le sens où Shea, il n'y a pas de fioriture, très peu. Il y a des in and out sur voilà, où il a fait tomber qui l'autre fois d'ailleurs, je sais plus. Jaren Jackson Jr. Voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas de cross, il n'y a pas besoin, il va tout droit. De toute façon, donc... Non, mais après, je suis d'accord avec toi, dans la navigation, c'est très très fort. C'est la capacité à aller dans ces zones, c'est-à-dire que il me semble que c'est un insider du Thunder qui a tweeté OK, Shea, tu lui mets un A+, parce que 99% des matchs, il fait tout le temps la même chose en fait. Mais les joueurs n'arrivent pas à l'empêcher de faire ces choses-là. Et c'est vraiment cette capacité à aller dans ces zones, c'est qu'il y a vraiment ce côté un peu comme Giannis, même si je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas fans de Giannis, en particulier Pierre, qui n'est pas un très grand fan de Giannis, mais il y a ce côté, tu sais ce qu'il va faire et tu ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'il va faire. C'est un peu, on va faire une métaphore footballistique, c'est un peu Arjen Robben qui rentre et qui fait une enroulée pied gauche, quoi. Ouais. Tu sais ce qu'il va faire, tu peux pas l'empêcher de le faire. Et je trouve que vraiment ce qui m'impressionne le plus, c'est que je trouve qu'il a pris il a pris un niveau, notamment sur le mi-distance qu'il n'avait pas l'an dernier, qu'il commençait un peu à avoir, mais qu'il a beaucoup plus cette année, où je le trouve beaucoup plus dominant sur en fait, tu me défends bien, mais je vais quand même réussir à prendre mon jumper mi-distance. Et je trouve ça très bon. Soir après soir, il prend les mêmes tirs. En fait, les images pour être transposées, c'est les mêmes. Et J-Dub commence à faire un peu ça avec aller vers la gauche, etc. Sur les derniers matchs, on voit beaucoup ces tirs. Bon, il y a des step back à 3 points qu'il faut ficelle aussi. Donc là, bon. C'est un autre délire. Bon, parlons un petit peu plus négativement maintenant. On a plusieurs questions sur Josh Giddey, qui est un petit peu l'énigme de ce début de saison. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment il va jouer? Alors, on a déjà Jax Red qui nous demande si Giddey sort du 5, qui prend sa place pour vous? Casson ou Joe notamment. Après, on a Kaiser Soze at Don Lavin. J'ai la ref du film, tu vois, Constant, pour une fois. Moi aussi. Ouais, toi, je n'en doute pas, mais c'est pour dire comment je dis. Mettre Giddey en leader de la seconde unité, plus viable pour l'équipe. Voilà. On a déjà 2 questions un petit peu sur cet aspect 5 majeur pour Josh Giddey. Je vais commencer, parce que j'en ai parlé sur mon compte un petit peu, mais pour une fois que je tweete. J'aime bien l'évolution de Giddey sur les derniers matchs, on va dire sur de
l'acceptation de son rôle. Il y a moins de tirs forcés, il y a moins je vais tout droit dès que j'ai la balle, il y a beaucoup plus de passes, beaucoup plus de... D'ailleurs, ça se voit sur les pourcentages d'assist percentage quand il est sur le terrain et même le sien. Il y a un peu plus d'efficacité, un peu plus je laisse le jeu venir à moi, plus je vais prendre mes tirs en contre-attaque ou sur transition, où je vais mettre un petit 1 contre 1 quand j'ai l'avantage physique notamment. Et il y a plus de passes décisives globalement. Il est mieux inséré dans le jeu en fait. Pas en tant que porteur de balle primaire, mais peut-être en tant que secondaire, etc. Et d'ailleurs, la défense du pivot sur lui, on le voit un petit peu moins. Des fois, c'est des meneurs, etc. Donc, comme quoi, c'était pas une solution archi viable. Mais en gros, j'aime bien son évolution. Alors, on est sur un niveau de Guidi qui est moins intéressant que les années auparavant, mais parce que son rôle l'oblige à faire ça, parce qu'il y a Chet et J-Dub qui ont pris une dimension qui, lui, ne pouvait peut-être pas atteindre, hein, honnêtement. Et du coup, à lui de s'adapter. Et j'aime bien cet aspect où on a l'impression qu'il commence de comprendre qu'il doit devenir un role player plus, parce qu'il peut créer, etc. Mais j'aime bien cet aspect-là. Alors du coup, est-ce que le mettre dans le 5, c'est la solution actuellement? Je sais pas, parce qu'en fait, de ce qu'on nous dit de le mettre dans le 5, c'est pour qu'il ait la balle en main. C'est pour qu'on retourne dans ce truc où Guidi porte la balle et crée pour les autres. Et là, il commence de s'adapter à un truc, peut-être qui pourront lui permettre de rester au KC et d'être efficace. Donc, est-ce que ça serait la solution de mettre dans le 5? Ça dépend ce qu'on veut pour lui. Et moi, j'aime bien la direction que ça prend pour l'instant. Donc, je ne le mettrai pas dans le 5. Et si jamais sur le banc. Sur le banc, pardon. Et si jamais, par contre, je le mets sur le banc, qui sait que je mets à la place, eh ben, je suis pas sûr que je mette Joe ou Kesson. Je pense que potentiellement, je peux mettre un Wiggins, moi. Pour l'aspect taille, une poste, etc. Moi, je mets Joe. Je veux 30 minutes. Je veux 30 minutes de Joe qui pose un écran pour chez. Si. Parce que ça donne très souvent panier au tir à 3 points grand ouvert. Alors après, le tir tombe, pas tout le temps dedans. tombe pas, mais voilà. Voilà. Non, mais en fait, je trouve que Josh Giddey, c'est difficile parce que si tu le mets avec la seconde unit, en fait, J-Dub est déjà un peu en train de prendre ce rôle-là, alors avec plus ou moins de réussite en fonction des matchs. C'est peut-être ce point-là où je suis un peu plus sceptique que le reste de la commu. Je trouve qu'il y a des passages de J-Dub avec la seconde unit où c'est très bien. Le match contre Tenix, par exemple, je trouve qu'il y a des passages avec la seconde unit où c'est moins bien. Quatrième C'est ce qu'on disait la dernière fois déjà, hein. Il y a des passages où il est trop fort et des passages moins forts. Et là, c'est les quatrièmes cartons où il est trop fort et les deuxièmes où il est des fois un peu moins bon. Oui, mais oui, je suis d'accord. Mais voilà, je trouve que J-Dub, je trouve qu'on en fait quand même un peu des caisses là. Je vois MIP, J-Dub, je suis en mode oh, calme quand même. Tyrese Maxey existe. Mais non, mais je sais pas, c'est difficile. J'aime bien, franchement, très honnêtement, j'aime bien ce que fait Josh Giddey depuis son retour de blessure. Je trouve pas ça flamboyant comme tu le dis, mais je pense que Casey n'en a pas besoin en fait. Je pense que Casey n'a pas besoin d'un Josh Giddey à 17 points, 7 rebonds, 8 passes. Je pense que s'il met 11 points à, je sais pas moi, 52% au tir, et que défensivement il est correct et qu'il fait 6 passes, bah ça va. Parce que tu auras Shea qui mettra ses 31 points de moyenne, tu auras J-Dub à 18-19 et tu auras Chet à 15-16. Bah voilà, c'est ce qu'il faut, quoi. Il faut. Je pense que de toute façon, c'était une erreur, soit de Mark Daigneault, soit de Giddey, soit des deux, de le faire en espèce de scoreur, comme on a pu le voir en début de saison, où il faisait peu de playmaking, où il tentait beaucoup de choses qu'il n'était pas capable de faire. Donc voilà, c'est pas. Déjà, ça fait quand même pas mal de temps. Allez, ça fait 3 bonnes semaines, on va dire que il est mieux qu'une période où il était vraiment en dessous de tout. Je pense que c'est à partir du match contre de la défaite, enfin de la victoire contre Denver avec le tir de Shea que ça commence à être un peu mieux. Donc en gros, il y a 2 semaines, quoi. Même s'il y a eu des matchs où il n'était pas bon, hein. Je sais plus, il me semble celui face aux Clippers, il est pas mal, mais il perd 5 ballons en première mi-temps avant de se blesser. Mais bref, son match contre Denver, là, pour le coup, est excellent. Je l'ai trouvé très très bon, notamment sur la lecture, enfin dans la lecture de jeu et dans la prise de décision. Il y a un moment, il me semble, où il est ouvert à 3 points dans le corner et où il attaque en direction du panier. Et je trouve que dans la NBA, on dit souvent que le spacing se résume à la capacité de tirer de ton moins bon joueur, enfin de ton moins bon shooter. Du coup, ça juge ton niveau de spacing. Quand tu as un Josh Giddey qui est ouvert dans un corner, bah en fait, attaquer
attaquer le panier, ça crée des décalages dans la défense, ça crée des mouvements, et du coup, tu peux faire autre chose que juste prendre un tir à 3 points. Donc, c'est ce qu'il a fait un peu contre Denver, où il a servi Lou Dort dans des situations comme ça. C'est un peu mieux. Alors après, moi, la seconde unit, j'aime bien Shea avec la seconde unit, je trouve que ça marche très bien. J-Dub, c'est un domaine qu'il faut continuer d'expérimenter parce que ça marche pas si mal, même si c'est un peu irrégulier. Donc voilà, tu mets le match de Josh Giddey contre Denver là, qu'il a fait cette nuit, où il est à 6 sur 10 à 7 passes, où il me semble qu'il perd 2 ballons. Tu le répliques sur 60 matchs, avec 10 matchs où il est meilleur que ça et 10 matchs où il est moins bon que ça. Moi, ça me va très bien. Ouais. On le mettra pas en satisfaction ou en déception, quoi. On le mettra, bon, ça a évolué, ça a changé le rôle. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Après, il pourrait prendre un chouïa plus de rebonds. Ça, c'est quelque chose où je pense qu'il peut encore plus apporter. Il commence de le faire mieux aussi, mais je pense qu'il peut apporter pas mal là-dessus. Mais ouais, après, globalement, même les ratings, je crois, ont réaugmenté quand il est sur le terrain, etc. Enfin voilà, bon, globalement, de toute façon, je sais pas. Vu le niveau où tu joues, globalement, tu es en positif. Mais non, mais son rôle, et d'ailleurs, on avait une question sur ça, de Matt Jalov qui nous demandait est-ce que vous pensez que Giddey accepte son rôle, 4e option ou pas. Là, effectivement, on a l'impression qu'il commence de l'accepter ou de s'adapter. Et on nous demandait si du coup il fallait potentiellement le lâcher dès cette année pendant qu'il avait encore de la valeur. Je trouve pas qu'il en a pas de la valeur pour OKC. Je trouve c'est encore intéressant de le garder et que du coup, il aura peut-être un contrat de role player plutôt que d'un gros contrat à la fin de l'année. Et du coup, je sais pas. Tu penses qu'il y a une équipe qui va mettre des ronds dessus? Bah, s'il y a une équipe qui met des ronds dessus, c'est dans 1 an et demi de toute façon. Donc, oui, non, mais voilà, c'est en anticipation de ça, je veux dire. Je suis pas sûr qu'il ait tant de valeur que ça, en plus, sur un trade. C'est trop compliqué de le faire jouer. Je sais pas, ou alors faut que t'en fasses un porteur de balle dans une équipe nulle, quoi. C'est ça. Mais après, des équipes sans porteur de balle, même des équipes nulles, il y en a pas. Hein. Même à Détroit, il y en a un. Bah, c'est leurs meilleurs joueurs, même. Bah oui, je sais bien. Si, à San Antonio. C'est à San Antonio. Ouais, j'allais dire. Mais San Antonio fera jamais ça. Et moi, San Antonio, je les voyais bien prendre Emmanuel Quickley l'été prochain. Mais bon, il s'avère que c'est pas ce qui s'est passé. Non, mais je sais pas. Enfin, après, voilà, on en parlera quand on fera la stratégie de l'intersaison, je pense. On en parlera durant l'été. Mais il y aura une question à se poser autour du contrat de Josh Giddey, de la prolongation de Josh Giddey, ou pas d'ailleurs. Je pense que, c'est déjà, si tu as une série, encore une fois, si tu as une série de playoffs, ça peut dire beaucoup de choses de ce que tu penses de Josh Giddey et de comment tu peux envisager le futur avec ou sans lui. S'il joue pas. S'il joue pas, si les adversaires le laissent tirer et du coup tu te retrouves à attaquer à 4 contre 5, il faut voir. Si les adversaires laissent tirer et qu'il ne met pas dedans, il jouera très peu. On voit déjà. Oui. Donc, ça sera peut-être lui aussi un bon test là-dessus. Tout le monde, ce sera des bons tests pour tout le monde. Mais si on y va, encore une fois, parce que c'est pas fini, on va pas se dire yes, on est qualifié. Mais je pense que il faut voir. Mais pour l'instant, je pense que Josh Giddey, je lui donne en termes purement salarial avec ce qu'il propose, même avec ce qu'il propose contre le match contre Denver, je lui donne moins que Lou Dort, qui est un 17 millions par an. En gros, c'est 11 ou 12% du cap. Je donne pas 15%, je donne pas plus de 15% du cap à Josh Giddey. Oui, parce que c'est un moins bon role player potentiellement. Oui, non, mais je suis ok avec ça. Ouais. On avait une dernière question sur Josh Giddey, un peu provocatrice, de @blazer7. Le pire joueur de notre rotation et pourquoi Giddey? Bon, Giddey n'est pas le pire joueur de la rotation. C'est le hater, c'est le aigri originel. Il est connu pour ça. Là. Déjà l'an dernier, il aimait pas Josh Giddey. Non, c'est pas le pire joueur de la rotation. C'est certains joueurs qui jouent très peu, qu'on voit des fois sur le terrain, des fois non. Ils sont bien pires que lui. Oui. Après, il y a dans le 5 majeur, c'est lui par contre. Oui, bon. Ça, il n'y a pas trop de doute. Il y a des soirs où c'est le pire joueur de la rotation. Il y a eu des soirs où c'était le pire joueur. Des soirs, là, récemment, c'est pas trop le cas. Non. Passons maintenant un peu aux autres joueurs, qui avaient 2-3 questions sur certains. Donc il y en avait une de Kevo, qui nous demandait le 2e meilleur joueur actuellement, J-Dub ou Chet. Je crois que lui, il est côté de J-Dub. Mais je pense que toi et moi, on est côté de Chet. Je comprends pas comment J-Dub peut être le 2e meilleur joueur. Vous avez vu Chet? Est-ce que vous avez vu parce que, en fait, on va être honnête, défensivement, le gap est trop grand. Il est trop fort défensivement, Chet, donc il est 2e. Oui.
Pour moi, il y a même Si ça pas de jouait que débat. d'un côté du terrain, oui, J-Dub l'est peut-être. Mais il y a les deux côtés du terrain. Encore, je trouve que Chet, c'est de mieux en mieux en attaque. Hein. Oui, je De suis plus... d'accord. Mais de J-Dub mieux aussi. en mieux. Oui, J-Dub aussi, mais je trouve que Chet, il y a de plus en plus de situations. Déjà, on avait des inquiétudes sur son dribble, c'est de mieux en mieux en fait, Ouais. au niveau du dribble. Ça Comme quoi, ressort beaucoup là en ce moment sur le spin move. Là, j'ai vu au moins Ouais, passer 4 ou mais 5 trucs. le spin move, c'est déjà un move qu'il a. Tu vois, on parle de move signature. J-Dub, Ouais. c'est going left. Chet, c'est son spin move. Eh bah, c'est déjà bien d'avoir 20 ans, 21 ans, d'être rookie et d'avoir déjà un move signature. Comme ça, ensuite, c'est une action que tu peux reproduire quand tu as besoin de marquer d'un panier. Et ensuite, tu peux travailler sur les autres actions. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je trouve que l'impact défensif de Chet est trop important sur le Thunder. C'est-à-dire que, voilà, c'est sujet à débat. Il ne sera sûrement pas. Et je pense, enfin, actuellement, Chet Holmgren joue comme un All-Star. Je dis pas Oui, qu'il le mais sera, mais il joue comme un All-Star. il y a plein de monde qui le met dans la conversation. Hein. Enfin, dans la conversation, c'est un grand mot, qui le Pour moi, il est dans mentionne. la conversation s'il y a des blessés. Ouais. Mais sachant que le All-Star Game, c'est 4 guards. Donc, en gros, chez Curry, Luka, Fox. Il y a 2 jokers. En gros, ce seront Anthony Edwards et Devin Booker, potentiellement. Et après, il faut 6 personnes sur le front de courte. LeBron, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George, Nikola Jokic, j'ai failli l'oublier, Kevin Durant. Ça fait déjà 6 joueurs. Et là, il y a encore des mecs forts. On n'a pas parlé de Rudy Gobert, on n'a pas parlé de Domantas Sabonis, on n'a pas parlé de Zion Williamson, même Alperen Sengun, qui, même si je l'ai taclé, mérite largement d'être dans la conversation All-Star. Donc je pense que ce qui est arrivé à Jaren Jackson Jr. l'an dernier n'arrivera pas à Chet Holmgren, mais actuellement, il joue comme un All-Star. En tout cas, il a le niveau d'un All-Star. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc non, je suis avec Chet, mais parce que l'impact défensif est trop différent. Ou là où J-Dub est pas mauvais, hein, c'est pas du tout la question, mais c'est pas l'encre défensive qui est Chet, c'est pas lui le défenseur primaire à l'extérieur. Il y a eu des gros progrès, notamment sur des postes 4 un peu plus physiques, sur Towns, etc. Mais on est encore loin d'un impact comme Chet peut avoir, où il te fait basculer un match des fois, où il te fait démarrer un run parce qu'il met 5 comptes d'affilée, j'exagère à peine, quoi. C'est vraiment ça. On a une autre question un peu sur J-Dub, c'est de Jax Red, c'est quoi son plafond? Est-ce qu'il peut être All-Star aux côtés justement de Shea et de Chet? C'est dur d'être All-Star. Hein. Bah, tu vois, quand t'as fait la liste là, j'ai fait, ah ouais, c'est quand même très épais. Alors, à part quand il y aura les retraites, mais il y aura des nouveaux qui vont arriver, enfin, c'est quand même très très dur, quoi. C'est dur d'être All-Star. C'est très très dur. Sachant que le All-Star Game, enfin, c'est le front de courte, mais c'est elle plus intérieur. Hein. À l'intérieur, il y a 2-3 joueurs aussi. Et puis, il y a 2-3 joueurs qui vont arriver. Voilà, on peut parler de Victor Wembanyama, mais on peut parler, je sais pas moi, d'autres intérieurs de la conférence Ouest qui vont se développer. Alperen Sengun, il sera All-Star un jour, je pense, sans trop de débat. Donc voilà, c'est difficile d'être All-Star. Son plafond, je pense que c'est un fringe All-Star. C'est border All-Star. Ouais. Peut-être qu'il sera une fois, 2 fois pour déconner, mais. Comme, qui c'est qu'on pourrait citer à l'époque? Peut-être c'était un poste différent, mais Mike Conley a toujours été comme ça. Il a été All-Star Il a une été fois. All-Star une fois, mais cadeau. Oui, cadeau. Non, mais je sais pas. Enfin, pour moi, faut qu'il. Enfin, pour moi, l'objectif, c'est-à-dire que si J-Dub atteint le niveau d'un Desmond Bane, par exemple, qui n'est pas All-Star, qui pourrait l'être, c'est déjà très bien, sachant que Desmond Bane, c'est un joueur en 25-5-5. Donc, c'est un peu dur quand même d'arriver à ce niveau-là. C'est pas impossible, mais. Est-ce que c'est Prime Chris Middleton, genre? Je sais pas, parce que défensivement, il était fort, Middleton. Ouais, Après, J-Dub est pas fort. Enfin, je dis pas que J-Dub est faible, mais Middleton, c'est clutch en playoff. C'est dur quand même, c'est dur. Je sais pas, mais dans ce registre-là, des fringe All-Star, je pense que ça peut être un joueur qui peut faire Tobias Harris avec plus de haut et plus de bas, tu vois. Enfin, avec Tobias des hauts Harris, plus hauts. voilà, des hauts plus hauts. Parce que Tobias Harris, il est très régulier, mais très régulier dans le 17-18 points. Dans ce profil-là, ça peut être. Enfin, il est déjà à 19 points de moyenne, mais je pense pas que je vois Chet avoir plus de sélections All-Star Game que lui, par exemple, si tout se passe bien. Moi aussi. Potentiellement, il pourrait en avoir eu une saison. On peut imaginer une blessure, on peut imaginer des blessures d'autres joueurs. Voilà, comme il serait border, il pourrait potentiellement y accéder. Après, je le vois un jour peut-être passer cette barre des 20 points là. Mais après, ça suffit plus maintenant, ça va être All-Star. Maintenant, il faut vraiment, dans les joueurs que tu as cités avant, enfin,
c'est tous, ils portent leur équipe, quoi. Enfin, Mm. presque ou pas, hein. Mm. C'est tous des superstars ou presque. C'est vraiment, c'est solide maintenant pour être All-Star, surtout à l'Ouest actuellement. Mm. Donc, ouais, à voir comment ça évolue, comment il évolue. On ne met pas de limite parce qu'il surprend souvent, mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin et peut-être qu'il pourrait l'être, mais je pense qu'il y aura priorité sur Shea, bon, ça c'est sûr, et Chet en sera peut-être plus proche. Mm. Et même dans le. Comment dire? Dans la réputation et dans la popularité, dans ces choses-là, Chet est déjà très haut. Très très haut. Après, J-Dub est quand même bien évalué, hein, mais c'est plus par les Oui. hipsters que par le fan, Oui. entre guillemets, qui suit un peu moins qui suit un peu moins près les équipes. Je sais plus ou sur quoi c'était, mais Chet était déjà dans les recherches, par exemple Google, les plus demandés sur les joueurs. Il y avait plein de choses comme ça qui font que. Enfin, Chet est suivi. Il est dans le top 10 des joueurs ayant fait le plus d'impressions depuis le début de la saison Oui, sur voilà, les c'est réseaux ça. sociaux, alors que Shea, il n'y a même pas. Ouais, donc pour situer. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit, ça m'étonnerait pas que Chet ait pas mal de voix. Ouais, mais pas plus que Shea, hein, pas plus que Shea. Non, et d'ailleurs, mais c'est tout bête, mais dans la com d'OKC, c'est peut-être moi, mais j'ai vu beaucoup de Shea et de Chet, mais moins de Dub. C'est normal. C'est normal. Mais j'entends. Mais après, voilà, il faut voter. Votez. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui pour les All-Star Games? Votez pour Shea parce que si vous ne savez pas, le vote du public représente 50% des votes. Après, c'est 25% des joueurs, 25% des médias. Si vous voulez éviter que le backcourt starter soit composé de Luka Doncic normal et de Stephen Curry, parce que Ouais. les gens ont voté pour Curry, les fans des Warriors, votez pour. Ça va être ça, de toute façon. Je sais pas, parce que potentiellement, les journalistes. Non, il me semble que c'est joueur-coach. Oh, je sais plus. Mais en gros, si par exemple Curry est premier au vote du public et chez troisième, bah, si tu as Curry 3 chez 2 sur les deux autres catégories, c'est Curry qui va starter parce qu'en cas d'égalité, c'est le public qui compte. Mais je sais pas, avec la saison d'OKC, si Dallas venait à être un peu moins fort, peut-être que les joueurs te mettraient chez premier. J'y crois pas, hein, mais on sait jamais. Je pense que Ouais. s'il y a bien une année en tout cas, enfin une année à partir du moment où Stephen Curry est encore actif, à partir du moment où il y a autant de fans des Warriors, où Shea peut être titulaire, c'est peut-être cette année. Ouais. Après, au moins, il sera peut-être pris un peu plus tôt dans la draft des joueurs. Je crois qu'il Il n'y a plus de draft. Oui, de toute façon, il n'y a plus de draft, je suis bête. Plus de draft. C'est S-West maintenant. Bon, tant mieux. On enchaîne. Petite question de Chris sur Jay Will. Est-ce qu'il est la bonne personne pour être le backup de Chet ou est-ce que ça serait mieux l'utiliser en 4? Alors déjà, pour l'instant, le backup de Chet, c'est Kenrich. Pour moi, déjà, c'est un peu les deux, mais bon, Kenrich, pour moi, aura plus de minutes en backup que Chet, que Jay Will sur les playoffs, par exemple, des choses comme ça. Après, est-ce que c'est la bonne personne? On en a parlé un petit peu tout à l'heure de Jay Will. Le profil pourrait le faire. Après, il manque d'impact physique, il manque un petit peu de choses dans le jeu, mais dans le profil théorique, ça pourrait potentiellement le faire. Mais il y a encore des choses à prouver. Je suis d'accord. Bah, moi, je suis pas le plus grand fan de Jalen, mais c'est vrai que les pivots, enfin, voilà, les pivots rim runner, Ouais. on a réputation, de toute façon, toi et moi, dans la commune, de pas aimer les pivots. Bonjour à Joe Danielos d'ailleurs. Mais on a la répute de pas aimer les pivots. Je trouve que Jalen, malgré tous les défauts qu'il a, la capacité de porter la balle, de faire de bonnes lectures et de tirer un minimum, bah, ça compense un peu le fait que quand il faut défendre sur le pick and roll, il est quand même pas très bon et que il manque de taille et que ses tirs mais pas toujours dedans. Comme tu le dis, profil théorique et satisfaisant. Après, sur le parquet, c'est pas la folie, mais ça fait l'affaire quand il est là, souvent. T'es pas non plus en... T'es pas à la rue complet, quoi. Ouais. Après, il faudrait qu'il... Là, sur l'homme au poste, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de mieux en mieux. Il faudrait que sur pick and roll, il arrive à gagner en expérience, enfin en solution face aux problèmes de mobilité ou autre qu'il peut avoir, quoi, pour être moins sanctionné. Mais après, le tir est plus ou moins là, mais il en prend pas énormément. T'as moins de charge qu'avant parce que ça défend un petit peu différemment et qu'il a moins de temps de jeu, globalement. Ah bah là, le combo bloc sur Peyton Watson plus charge juste après contre Denver cette nuit, et ça c'est une... franchement, trouver des joueurs qui ont fait bloc plus charge sur une même possession défensive cette saison, il n'y en a pas eu 150 à mon avis. Non. Mais ouais, théoriquement ça pourrait le faire. Après en 4, non. Par contre... Non. Et puis même quand il est associé avec Chet sur le parquet, c'est Chet qui est roamer, donc
pour moi 4 quand tu es roamer. Et c'est Jalen qui prend l'impact physique, donc plus le 5. Et offensivement aussi. Donc, Ouais. non, ça, sur ça, pas de poste 4. Ensuite, on a une question de Fan Thunder FR qui nous demande Poku et Man sont-ils de vrais flops ou des victimes de certains joueurs qui ont dépassé les attentes? Très bonne Pour question, ça. Poku, oui, pour Poku, je pense que tu as un pari que tu devais faire qui a été loupé. Enfin, pour l'instant, mais bon, là, on est presque enterré, on a une autre question là-dessus. Loupé par rapport à des blessures qui n'ont pas aidé, déjà, il faut quand même le mentionner, mais un développement qui, du coup, s'est pas fait dans les temps, physiquement et dans le jeu, concrètement, hein, qui n'a pas suivi ce que tu pouvais espérer. Mais pour moi, je regrette pas ce pari-là, qui à un moment dans la draft tout était, etc., tu pouvais le tenter. T'avais peut-être mieux à faire. Toujours à chaque draft, t'as mieux à faire, de toute façon. Là, t'avais largement mieux à faire. Oui, mais sur tes drafts loupés, t'as toujours mieux à faire. Et même sur tes drafts réussis, t'as mieux à faire. Donc, non, mais lui, je trouve presque plus pari loupé que Man, où le pari est loupé. Mais lui, pour le coup, il y a des joueurs qui lui sont passés devant aussi rapidement. Même cette année, un Cason Wallace, un Isaiah Joe, ils sont arrivés, ils se sont passés devant directement. Peut-être qu'il y avait un peu plus à faire pour lui, il y a eu un peu plus de choses à des moments. Mais le pari est loupé aussi au final. Ouais, après, j'aime bien redire sur Poku parce que là aussi, j'étais un peu l'aigri originel sur Poku, on va dire. C'est vrai. Bon, ça me fait pas plaisir d'avoir eu raison sur Poku, mais c'est surtout la blessure l'an dernier qui l'a flingué. Mais après, non, mais je sais pas, je trouve que Poku, il y a quand même eu beaucoup plus de temps laissé pour se développer. Et au moment où il s'est développé, il se pète. Et en fait, tu as Jalen qui passe devant. Et en fait, le Thunder commence à très bien tourner. Donc, il n'y a plus de place dans la rotation, quoi. C'est des joueurs, on en parlera après quand on évoquera un autre joueur, mais qui ont eu des opportunités à un moment et qui, pas forcément avec leur niveau de jeu, mais de par des circonstances externes, on va dire, blessures, ont perdu cette opportunité au profit d'autres qui étaient peut-être moins forts, entre guillemets, mais qui étaient présents. Donc voilà, là où Treman, il a eu, franchement, il a eu assez, à saison rookie, il a quelques opportunités. Saison 2, c'est l'an dernier. Déjà, il sort très vite de la rotation l'an dernier, aussi parce qu'il n'est pas bon. Hein. C'est toujours un pas lien bon, de là. cause. C'est déçu l'année dernière. Ouais. C'est un lien de cause à effet. Il est pas bon l'an dernier, mais Isaiah Joe, il rentre contre Dallas, il est bon, bim, il est dans la rotation, quoi. C'est encore une fois des joueurs qui ont, soit via blessure, soit via leur niveau de jeu, n'ont pas su saisir certaines opportunités qui leur ont été données, qui ont vu leur place se perdre vis-à-vis de d'autres qui ont su saisir de leur côté ces opportunités. C'est ça. La NBA, c'est aussi souvent une question d'opportunité et de chance offerte, et si tu ne saisis pas quand elle est là. Et pourtant, oui, il y a eu des saisons de reconstruction où il aurait pu s'affirmer un peu plus. Hein. Il y a eu des matchs où là, les 30 derniers matchs de certaines saisons, c'était lui, quoi. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais ouais, globalement, là, c'est les deux joueurs. C'est la draft un peu loupée, je pense, parce que c'est la même année. Non, Poku, c'est la 2020, Treman, c'est la 2021. Ah oui, c'est avec Malédon, excuse-moi, je me trompe. Oui, il a deux choix un peu loupés là-dessus, mais qui ne coûteront pas forcément très cher au KC, parce que tu étais dans la reconstruction, etc., mais qui auraient pu être compromettants si t'avais pas bien drafté derrière, on va dire. Disons que la 2022, elle est pas mal. Elle équilibre un peu tout. Ouais, disons qu'elle est pas mal, quoi. Bon, la 2021, il y avait Trey Murphy en 17. Mais ouais. Et en lien avec ça, Chris qui nous dit hors blessure au back-to-back, Man, c'est fini. C'est pas loin d'être fini, hein. À part gros rookie wall de Kesson, qui est un peu moins bien ces derniers temps. Même là, il faut pas jouer. Hein. Oui. Même là, t'as encore un Micic sur le banc. Hein. Oui, et puis il l'a balancé contre les Knicks, on a vu que c'était pas terrible. Donc, ouais, et puis tu vois, contre les Knicks, il rentre même les petits tirs qu'il doit mettre et tout, il met rien, il n'y a rien qui va, quoi. C'est pas un joueur en confiance, quoi. Non, mais par contre, il est irréprochable dans le comportement, que ce soit sur le parquet ou surtout sur le banc. Ou pour célébrer, ouais. C'est déjà ça. Parce que c'est déjà bien. Quand tu es un joueur de 3e année, c'est dur. Tu te bats quand même pour rester en NBA. C'est pas facile de devoir applaudir les gens quand t'as pas de temps de jeu et que tu es un jeune joueur. Après, je maintiens qu'il y a des joueurs avec moins de talent de Treman qui jouent. Dans les autres équipes, hein, j'entends. Hein. Aux Spurs, oui, aux Pistons. Mais il y en a de moins en moins. Oui, à moins en moins.
Ensuite, on a Noctax qui est le fan de Dieng ultime. Ah Je oui. crois que même de tous les Frenchies, même, qui nous parlent souvent d'Ousmane. Pouvez-vous m'expliquer la gestion de Dieng? Il fait 2-3 bons matchs, puis il ne joue pas, puis il va en J-League. Il n'a pas eu de temps de jeu constant à son poste depuis le début. Son futur s'écrit-il vraiment chez nous? Il a du talent, il lui faut du temps de jeu, il en aura-t-il un jour? Non. Le problème, c'est que voilà, 2-3 bons matchs, et c'est un grand mot. Hein. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été non plus transcendant. Par contre, il a été efficace au tir, ça, je trouvais ça assez satisfaisant et qu'il pouvait débloquer des choses chez lui. Mais là, le problème pour Dieng, c'est qu'il arrivait 2 ans trop tard, 3 ans trop tard. Il serait arrivé à la place de Un Poku. an trop tard. Il serait arrivé à la place de Poku, peut-être que là, il aurait pu se développer le temps de jeu. Là, il n'y a plus le temps, en fait. Il est arrivé un an trop tard. Ouais. Et je pense que, alors déjà, lui, sa blessure, flingué complet, parce que il y avait Gire qui était plus là, il y avait Poku qui était plus là, il avait Boulevard pour être titulaire. Il se pète le poignet au pire moment possible pour lui, et c'est la principale victime du fait que le Thunder est en avance sur le projet. Oui. C'est que en fait, tu t'attendais pas à ce que, franchement, quand on fait preview de la saison le 12 ou 13 octobre 2022, on s'attend pas à ce que un an et demi plus tard, OKC soit deuxième de sa conférence. Et je pense que j'en avais parlé en février. Je pense qu'OKC n'avait déjà plus le temps pour développer Ousmane Dieng en février. Je pense que là, vu ce que tu proposes, vu les joueurs qui sont sur le parquet et vu les objectifs qui sont quand même élevés, vu ce que tu proposes en termes basketballistiques, tu n'as vraiment plus le temps pour Ousmane Dieng. Non. Alors après, effectivement, s'il y a des blessures et tout, on le reverra. Peut-être que des fois, il est récompensé de certains bons matchs ou certains bons entraînements et il joue. Peut-être qu'il restera un peu dans le roster en développement et qu'au fil des années, si tu as moins de role-player, il pourra jouer. Mais là, tu n'as pas le temps de le développer. Ou alors, il fallait qu'il soit plus prêt comme un J-Dub ou Karim Mdiredi. Mais on le savait en le draftant que tu prenais un joueur très brut, pas prêt du tout, enfin un peu comme Poku, quoi. Un peu comme Poku. Alors effectivement, s'il aurait eu les années, les chances de Poku, peut-être ça aurait été mieux, mais là, je suis d'accord avec toi, tu peux plus... Là, tu as des objectifs terrain et de résultats qui font que tu peux pas te permettre ça. Donc, ouais. Mais ce qui est intéressant pour lui, qui peut peut-être lui donner encore un peu d'espoir, c'est que tu sens que tu as quand même envie de le faire un peu jouer, que c'est quand même lui la priorité parmi les jeunes qui ne jouent pas, tu vois, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas... même par rapport... Enfin, tu sens que tu as quand même un peu d'espoir en lui. Ouais, vite fait. Vite fait, quand même. Ouais, mais... Tu vois, là, il a joué 2-3 matchs d'affilée, mais bon. Ouais, bon, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Enfin, c'est des miettes souvent, hein, donc... Ouais. Donc aura-t-il du temps de jeu un jour? Pas sûr. Non, je pense pas. Je suis même pas sûr que dans un an, ils sont encore là. Ouais, c'est possible. Pas le temps de le développer, malheureusement. Ouais. Dai Chris qui nous pose une autre question. Qui en toué à la place de Sarr et Waters? Qui tu veux. C'est des toués, ils jouent pas. Il y a Keontae Johnson en plus, n'oubliez pas le pauvre. Oui. Il cartonne en G-League. Non, bon, alors ça, pour le coup, les toués, tu fais ce que tu veux de toute façon. Non, puis là, c'est intéressant. T'as un pivot, t'as un shooter et t'as un Keontae Johnson un peu. Tu peux tout faire. Un shooter théorique. Et t'as un Keontae Johnson qui peut un peu tout faire. Ça, on l'a vu il y a pas longtemps d'ailleurs. Bah, il joue le garbage contre les Non, Nuggets. il a joué. À un moment, il est rentré quand il y avait des fautes, non? Pas contre les Lakers. C'est possible. Il semble que c'est contre les Lakers. Mais c'est des toués, on n'a pas besoin. Non, les Clippers. Oh, je sais pas. Ouais. Mais les toués, là, t'en as pas besoin. Bah, typiquement, quand t'as des joueurs déjà que tu as envie de faire jouer et que tu peux pas faire jouer, les toués, c'est loin dans la rotation. Oui. Ensuite, Sal de B-Ball Thunder qui nous demande si Micic a un avenir dans cette équipe. Bon, là, ma outtake du début de saison est compliquée. C'est dur, hein. Ouais. Bah, en vrai, déjà, tout le monde nous dit sur Twitter, machin, Micic, quand il joue, il est pas... Il met pas un tir, quoi. C'est le problème. Hein. Et comme il défend pas très bien, et bon, oui, ok, il crée, mais ça fait peu. La vision de jeu est bonne, hein. Pour gagner une place dans ta rotation en faisant juste des passes laser, bon... Bah, il fait pas que des passes laser. Non, j'exagère, mais juste en créant pour les autres et que tu mets pas un tir et que tu défends moyennement bien, c'est dur. C'est dur. Et comme l'équipe tourne bien, t'as pas envie de
changer ta rotation, de trouver des solutions. Enfin, t'es pas dans cette optique-là. Peut-être que dans un moment de down, comme on a parlé, bah, tu auras besoin d'un petit boost, tu auras besoin de lui sur certains passages. Mais là, t'as pas besoin. Donc, est-ce qu'il a un avenir dans cette équipe? C'est dur de statuer là-dessus, je pense. Parce que, encore une fois, et lui, c'est un joueur d'expérience, il peut trouver le rythme, il peut s'affirmer, tu peux avoir des joueurs qui se blessent, etc. Il peut trouver sa place. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Oui, oui, c'est compliqué. Puis autant en début de saison, on était frustré de ne pas le voir jouer, autant là, je me dis plus où est Misic, quoi. Parce que quand il rentre, je suis pas spécialement fan de ce qu'il apporte, il met pas un tir, défensivement c'est compliqué. Comme tu l'as dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il y a de la qualité de playmaking, ça c'est sûr, mais en NBA, être juste un bon playmaker, ça suffit plus. Encore moins Ouais. pour un joueur en sortie de... Mais encore moins Ouais. quand tu as 450 guards que tu peux insérer, que tu peux modeler dans tous les sens. Ouais, puis vu comme joue au KC, t'as toujours un J-Dub que tu vas donner la balle plutôt qu'à Misic, t'auras Chet, t'auras même Didi, t'auras même... Pour l'instant, t'as pas besoin. Alors après, s'il se met à mettre des tirs, là, peut-être que déjà, t'as une dimension supplémentaire. Pour l'instant, il lâche des briques plutôt. Oui, et puis il prend aucun tir en catch and shoot aussi. C'est quasi que des pull-ups, Oui, les tirs oui. qu'il prend. Donc, c'est même pas utile de le mettre dans un corner. Après, là, il a joué récemment un petit peu, certains matchs, pas toujours. À voir, à voir. C'est toujours Daynault et ses rotations, hein. Jamais trop savoir. Tu sais, de toute façon, on les connaît. Autre question un peu en lien. Davis Bertans est-il un vétéran pour nous avec Misic ou faut-il lui trouver un trade dès cette saison? Pareil, Bertans. Ah, et si, l'autre fois, ça m'a fait rire. Il est rentré une possession, premier ballon, 3 points. Je dis, Ouais, le Latvian Laser. Il tire, hein. Bon, ça, on s'en doutait pas, mais il tire. Ouais. La vache, il y a que le bouton carré sur sa manette à Davis Bertans. Hein. Non, bah, je pense que c'est une équipe. Enfin, voilà, je pense que c'est des joueurs un peu gadget, on va dire, que tu mets Oui. quand il y a besoin, tu mets sur une possession. Enfin, c'était vétéran, je sais pas. Je pense que non, c'est pas un vétéran parce que il a jamais eu des minutes exceptionnelles en playoff. C'est un joueur qui a fait partie d'équipes qui allaient en playoff, mais qui n'avait pas un temps de jeu dinguissime non plus. Donc non, pour moi, c'est pas un vétéran. Après, s'il faut le trader, il n'y a pas d'urgence. Il coûtera que 5 millions l'an prochain garanti. Donc non. Et puis même si tu veux faire un trade l'an prochain pour un joueur avec un salaire correspondant à Bertans, tu peux l'insérer et du coup garantir son contrat à 100%. Donc non, pour moi, il n'y a pas d'immédiat à trader Bertans. Non, voilà. Misic, pareil, hein, il y a le temps. Mais après, c'est pas des vétérans dans le roster pour moi. Non. S'ils ont un rôle à part, un peu. Voilà. De joueur gadget, j'aime bien cette expression. C'est vraiment un joueur gadget. Ouais. Ensuite, à quel joueur qui ne joue pas ou peu aimeriez-vous donner plus de temps de jeu et pourquoi c'est Aaron Wiggins? C'est Tom de Dunkebdo qui nous demande encore ça. Bah oui. Oui, monsieur Aaron Wiggins, comme d'hab, le point Aaron Wiggins. Toujours, hein. Ça fait 2 ans hein, qu'on fait le point Aaron Wiggins. Après, là déjà, il joue tous les soirs. Pas plus ou moins, mais il joue tous les soirs déjà. Oui. Mais oui, il est bon. Il est bon. Ouais, après, le temps de jeu est toujours un peu fluctuant, mais Oui. bon. Il est sur 3 matchs de suite à plus de 10 minutes. Sur les 3 derniers matchs, c'était pas arrivé depuis les 3 premiers matchs de la saison. Si, il y a un stretch où entre Portland et la victoire face aux Lakers, il joue 5 matchs de suite à plus de 10 minutes. Mais non, mais après, il y a des blessures. Mais oui, moi, je trouve que c'est bien, Aaron Wiggins. Je suis pas convaincu que si tu le mets titulaire, ce soit mieux. C'est ce que j'étais en train de me demander, même de plus le faire jouer, est-ce qu'il serait bien meilleur? Non, je pense pas. Je pense que c'est un joueur d'impact sur quelques minutes et que, un peu comme d'autres joueurs dans la ligue, il profite du fait qu'il soit assez peu responsabilisé pour masquer ses défauts et uniquement pour voir ses qualités. Ouais. Ouais, il va te provoquer, il va aller gagner, gratter un ballon, il va te mettre un tir, il va faire un petit drive, un petit truc. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, effectivement, ce serait intéressant, peut-être des fois, s'il y a des blessures, de faire jouer plus, voir ce que ça donne. Mais après, effectivement, je vois pas trop qui, nous, on aimerait faire jouer plus, qui ne joue pas dans le roster. Enfin, là, on vient de dire déjà Misic et Bertens, non. Dieng, voilà. J. Will joue assez, Kenrich joue bien assez. Oh, la rotation à 10 va bien. Hein. Rotation à 10 Non, va là-dessus, on est plutôt convaincus, ouais. Ouais. Question de Blaze R7, Kenrich ou Wiggins pour compléter notre rotation en playoff? Kenrich. Mais Kenrich en priorité. Kenrich, même s'il est cette année, il est moins bon que l'an dernier. Mais bon, après, il met dedans. Hein.
Alors, cette nuit, il a pas mis dedans pour le coup. Ouais, mais au global, elle a des bons pourcentages. Hein. Bah, Wiggins, c'est à Mais 48% cette année à 3 points. Donc, je sais pas. Les deux, mais Wiggins, enfin, Kenrich est quand même plus polyvalent défensivement au niveau du poste. ouais, Tu peux faire plus de trucs avec. Faut juste pas l'envoyer sur la 48,8% ligne à des 3 lancers, points. quoi. Bah, les deux sont Ouais. à 48% à 3 points. Alors, comme ça, c'est. Bon. Je trouve que Kenrich il a pris un coup au niveau athlétique et peut-être pas âge, c'est dur à dire, mais tu vois, je le sens Bah, le dos, moins. hein. Les blessures au dos. Ouais, Hein. peut-être aussi ça. Hein. Ouais. Blessures au dos, ça aide pas. Hein. Mais Kenrich est encore un petit peu plus précieux. Ouais. Ouais. Et on avait à peu près la même question de Yoka. Selon vous, si un joueur actuellement peut ou pas utilisé dans la rotation qui pourrait être l'aide beaucoup plus avant la fin de saison régulière, ça serait qui? Qui serait susceptible de se refaire une place dans la rotation, en gros? Ou d'avoir plus de minutes. Ouais. Bon, en vrai, c'est Micic, je pense. Mais j'y crois pas trop. Ça peut être Kenrich. Ah, qu'il en gagne pas mal? Il peut refinir des matchs. Ce qui n'a pas été le cas cette saison. Ouais. Il peut refinir des C'est matchs. vrai. Moi, je dirais Micic, mais peut-être Kenrich sur cet aspect-là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Kenrich ou Joe, si vraiment en attaque t'es en galère et que tu veux close out avec Joe, potentiellement. Après, ça s'en fait déjà un petit peu, mais... Ouais, mais pas à tous les matchs. Ouais, ok. Maintenant, dernier thème, le chrono explose. Ah ouais, là... On passe à des questions un peu en vrac. Alors, une première déjà de Tom, de Kebdo, encore une fois, c'est sa dernière. Votre plus grosse crainte d'ici la fin de saison? Bon, les blessures. Hein. Tout à fait. Ce qu'on pourrait appeler un peu les intangibles, c'est-à-dire blessures, parce que OKC a eu aucune blessure depuis le début de saison, ce qui est à peu près le cas d'aucune autre équipe en NBA. Ouais. Donc ça c'est un peu la loi de Murphy. Hein. Les blessures, ça fait partie d'une saison, donc ça va arriver à un moment. Après, c'est toujours mieux d'avoir des blessures quand tu es en 21-9 que quand tu es en 16-17, comme l'an dernier, par exemple. Disons que ça te donne un matelas et que tu peux voir venir. Non, les blessures, le fait que OKC, je vais aller regarder les rest advantage. Donc, c'est combien enfin, lorsque tu as un plus grand nombre de jours de repos que l'adversaire au moment où tu joues ton match. OKC est 6e en rest advantage. Ce ne sera pas le cas. Hein. Je vais vous rappeler le mois de janvier, c'est 18 matchs avec 5 back-to-back sur le mois. 5 back-to-back. Donc voilà, je pense que c'est les blessures, le fait que tu vas enchaîner les matchs, donc les corps vont être testés. Je pense notamment à Chet qui, sur le mois de janvier, ça m'inquiète un peu. Je suis très curieux et un peu anxieux de voir comment son corps va réagir à l'enchaînement de matchs. Le fait qu'OKC a joué 19 matchs à domicile et OKC a joué 6 matchs de plus à domicile qu'à l'extérieur, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'est un peu les intangibles et c'est un peu ce qui arrive dans une saison régulière, une baisse d'adresse à 3 points, des blessures et le fait que là, tu arrives sur un stretch qui est beaucoup moins agréable, qui est plus agréable en termes de qualité d'effectif parce que la fin décembre, c'était le pire stretch en termes d'adversaires affrontés pour le Thunder, mais qui en termes d'enchaînement des matchs est beaucoup plus pesant et beaucoup plus impactant et qui pourrait nuire un petit peu à ce que propose le Thunder en attaque et en défense. Ouais, bah ouais, t'as dit décembre, là, on finit en 8-2, mais on avait 10 potentiellement matchs assez importants à jouer. On n'était pas forcément serein. 8-2, c'est très bien. Effectivement, ouais, c'est vraiment cet aspect blessure où bah, déjà tu perds chez, c'est pas la même équipe, tu perds un des lieutenants non plus. Et ouais, avec l'enchaînement des matchs, potentiellement tu vas devoir en laisser au repos, potentiellement tu auras des petits bobos ou des gros, ça on n'espère pas. Mais ouais, c'est vraiment la crainte. Après, à l'extérieur, pour l'instant on est bon. Mais à voir si tu arrives à enchaîner ça sur des longs road trips, des matchs un peu compliqués. Et c'est peut-être là que tu auras besoin d'un peu des ressources inexploitées sur le banc, là, qu'on nous a mentionné un petit peu. C'est là peut-être qu'il y aura des places à prendre. Non, mais voilà, ouais, vraiment l'enchaînement des matchs blessures. C'est là, vu que tout roule, honnêtement, il y a que ça que je vois pas l'effectif péter. Je vois pas des joueurs péter un plomb ou machin. Ça paraît assez inconcevable. Après, C'est vraiment... Après, on peut tempérer en se disant que avoir des joueurs entre 20 ans et 25 ans de moyenne, ça aide à encaisser l'impact des back-to-back comparé à des joueurs qui ont 35 ou 36 ans. Ouais, bah justement, on avait une question de Monsef là-dessus. Vous pensez que le staff médical du Thunder fait un excellent job, vu le peu blessé depuis le début de saison, ou c'est que de la chance? Alors, je pense comme toi
qu'il y a une partie chance, tu l'as bien dit, ça risque d'arriver à un moment. Mais effectivement, comme tu as commencé de le dire, l'aspect âge et jeunesse joue beaucoup. Effectivement, dans la récupération, dans tout ça, t'es forcément bien mieux. Je prends l'exemple de Josh Giddey là, qui se blesse. Je suis pas sûr qu'un joueur de 35 ans qui fait cette cheville-là va rejouer 2 jours après. Alors, t'es pas les Lakers qui ont besoin d'un jour de repos, machin et tout. Voilà, t'es vraiment face à des joueurs aussi qui ont besoin de prouver, qui ont besoin de gagner leur place pour certains, de besoin d'avoir des contrats. Donc souvent, tu passes un petit peu plus outre les blessures ou les bobos pour jouer. Et voilà, donc je pense que le staff globalement fait son taf. Mais je pense que voilà, l'aspect jeunesse et finalement peu de joueurs injury prone, parce que Chet, on croyait avec sa blessure, mais là il est là. J-Dub, c'est assez régulier. Shea, là, les problèmes de ses premières années d'OKC semblent être derrière lui. Et je dis pas que c'est du tanking, j'ai le problème de blessure. Non, la voûte plantaire, c'était pas du tanking. Voilà. Non, la voûte plantaire, non, mais bon, certains diront que oui. Voilà, Giddey est régulièrement là, Dort est régulièrement. Voilà, t'as pas de joueurs qui ont été beaucoup blessés. Donc ça aide aussi. Ouais, c'est pas le medical staff des Hornets, hein, ça c'est sûr. Ou le medical staff des Pélicans qui ont fait louper 2 mois à Zion, non, à Brandon Ingram parce qu'il avait mal à l'orteil. C'est sûr. Je pense que oui, comme tu l'as dit, il y a une part de chance. C'est pas possible d'avoir aussi peu de blessures quand tu arrives au tiers de la saison. Enfin, surtout quand tu es une équipe qui drive énormément, donc tu as des contacts physiques. Potentiellement, tu peux avoir des chevilles qui tournent. On voit sur le match de cette nuit, il y a Chet qui fait un genou contre genou avec je sais plus qui, Peyton Watson. Potentiellement, si ça se passe mal, tu peux avoir une petite torsion. Enfin voilà, je souhaite pas les blessures, hein, bien évidemment, mais une saison régulière sans blessure NBA, une saison régulière NBA sans blessure, ça n'existe pas. T'as beau être l'équipe la plus jeune de NBA, donc tu as des prédispositions physiques qui font que c'est peut-être un peu plus simple, effectivement, que quand tu t'appelles LeBron James et quand tu as 1300 matchs de saison régulière dans les pattes, ou quand tu t'appelles Anthony Davis et que tu es fait de papier bulle. Mais sinon, je trouve que ouais, ça va arriver à un moment. Après, comme tu l'as dit, hormis Kenrich, on n'est pas sur des joueurs qui ont un historique de blessures réguliers chaque saison. Ouais. Donc à surveiller ça, mais croise les doigts qu'on est très peu, voire pas du tout. Mais ouais, il risque d'avoir des matchs un peu loupés, hein, c'est obligatoire. Ensuite, on a une question de Ray HBK qui nous demande est-ce que le corps actuel a un ceiling d'équipe champion? Ça, c'est tôt pour le dire. Hein. Ça, c'est tôt dur. C'est dur. Ça, on sait pas. Ça. Ouais. Sur le plafond, si tu dis que Shea est ton 1A, ce qui est faisable, que Chet est un potentiellement multi-pop star qui est faisable, et que J-Dub se projette comme on est, ces trois-là te donnent une base pour aller chercher quelque chose. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Quoi. Et encore, on met des si. Ouais, mais de toute façon, moi, c'est toujours la question que je me pose, puisque on parle souvent du Big Three. Est-ce que le trio Shea, Chet, J-Dub est meilleur que le trio Ja, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane? Parce que c'est le trio de jeunes que tu peux comparer à OKC, quoi. En gros, tu te doutes un peu que cette année, Memphis, c'est pas trop ça, mais dès l'an prochain, ça va repartir pleine balle, je pense. Donc, faudra passer par Memphis. Est-ce que ce trio-là est meilleur que le trio de Memphis? Moi, j'ai tendance à dire que dans un monde, oui, mais il va falloir le prouver, effectivement. Voilà. Et peut-être que pour l'instant, Memphis est mieux équipé en role-player s'ils sont complets en plus que le Thunder. Donc, à voir. Mais oui, ça va être la guerre, et puis avec d'autres équipes qui vont monter. Mais ouais, on n'aura que des réponses en le vivant, j'ai envie de dire. Mais de ce qu'on voit là, on a envie de dire oui, parce qu'on se dit, ça joue trop bien, ils sont trop forts, machin. Mais on peut pas dire ça, c'est trop dur. Tu n'auras pas la réponse cette année. En tout cas, pour moi, tu es sûr que tu n'auras pas la réponse cette année. Tu auras peut-être un début de réponse l'an prochain. Et encore. Après, par contre, Sam Presti, lui, je pense qu'il regarde, il dit bon, mon plan pour l'instant, c'est pas trop mal. On va voir ce qui se passe ensuite. Ça, c'est presque sûr. Là, je suis d'accord. Ensuite, autre question de Ray HBK encore. Est-ce que le trade de PG n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée au Kessie? Je pense que le fait que Kawhi Leonard ne vienne pas aux Clippers s'il n'a pas de deuxième star soit la meilleure chose qui soit jamais arrivée au KC. Et que du coup les Clippers étaient obligés littéralement de donner tout ce que voulait Sam Presti parce que sinon Kawhi il signait aux Lakers. Ouais. Ils pouvaient pas faire le roll-in et non mais
Ouais, mais on peut même remonter plus loin, il faudrait refaire le trade C'est de peut-être même PG. c'est peut-être même la prolongation de contrat de Paul George à Oui, l'été 2018 qui est la meilleure chose qui soit arrivée au Thunder. Je ouais. pense. Parce D'un que côté, parce que je pense que s'il prolonge pas, c'est compliqué. C'est là, pas le c'est hard. même, c'est pas la même reconstruction. Hein. C'est pas le même rebuild. Hein, parce que trader Melo et ensuite trader Ross, tu reviens pas avec les mêmes assets. Quoi. Et puis OKC a eu l'avantage d'avoir le joueur que cherchent toutes les équipes en reconstruction au premier jour de sa reconstruction. Littéralement. Ouais. À la première seconde de ta reconstruction, tu as ton joueur pour lequel les équipes font des reconstructions. Ouais. Donc, ouais, je pense que je sais pas si c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée au OKC, mais je pense que depuis le départ de Kevin Durant, c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée au OKC. Enfin, en tout cas, la prolongation de Paul George, plus le fait que Kawhi dise je viens pas sans une deuxième star, fait que ça amène à la situation actuelle. Alors, c'est difficile de dire non à ça. Hein. Quand tu remets le trade en contexte et tout, t'as déjà potentiellement le meilleur joueur. Sur Ça se débat. En tout cas, si tu prends juste le trade et que tu prends pas en compte que la signature de Kawhi, je pense que oui, aujourd'hui, tu as le meilleur joueur. Ouais. Ouais, après tous les assets, machin, non, c'est potentiellement une meilleure chose, mais je suis d'accord avec toi que c'était plutôt la prolongation. Où là, Oui, honnêtement, si tu y prolonges pas, t'es vraiment dans la merde. oui. Tu te retrouves avec le contrat de Russ sur les bras qui va vouloir partir parce qu'il n'y a personne. Contrat de Melo. Le contrat de Melo, t'as rien, concrètement, hein, parce que t'as eu des trucs contre Russ, mais t'as pas grand-chose. Là, tu pars et t'es l'équipe la plus riche de la ligue, presque, en assets, et t'as déjà acheté. Tu te dis... et en plus, Presti est très bon là depuis quelques années pour prolonger un peu cet avantage de draft en retardant un peu l'arrivée des pics. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ouais, là, tu as pu mettre en place ta stratégie qui n'est pas du tout la même si tu n'as pas cette prolongation-là. Ouais. Donc ça, c'est peut-être bien ce petit détail que tu as ajouté. Ouais. Et le fait qu'il prolonge et qu'il fasse une saison de top 3 de MVP l'année d'après aussi. Oui. Ouais, mais ça, après, tu te dis de toute façon, ouais, bon, Ça va être bien pour la valeur marchande quand même. tu es bien au top, hop là. Ça va être bien quand tu fais ta meilleure saison en carrière juste après être tradé. Enfin, c'est un truc que les équipes font jamais, c'est qu'il a été tradé au moment où sa valeur marchande était la plus haute. Après, tu peux partir plus loin. Si jamais ça fonctionne bien en playoff, ça arrive pas, peut-être. Tu vois? Ah, t'es en train de dire que le shoot de Damien Lillard est la meilleure chose qui soit Non, arrivée au KC? non, c'est pas ça que je dis, T'es en mais train de dire. que les deux défaites en playoff sous PG et Russ, ça te permet de reconstruire encore mieux. Oui. Après, c'est dur de partir là-dessus, parce que dans ce cas-là, tu joues jamais rien, quoi. Enfin, tu sais, faut perdre à chaque fois, tu vois. Non, mais après, voilà. Non, mais en vrai, la meilleure chose qui soit arrivée au KC, c'est Kevin Durant. Hein. Oui. Puis KD. Puis Russell Westbrook, puis tout ce qui a été sur la première phase, on va dire, de C'est la KD. première phase de l'histoire. Bon, c'est KD pour moi. Ça reste. Je suis pas Voilà. d'accord. Je pense que t'as pas un Russ à côté, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, mais si t'as juste Russ, c'est pas. C'est pas pareil non plus, je suis d'accord avec toi. C'est moins bien, quoi. C'est moins bien. Non, mais après, c'est Sam Presti, voilà. Et la meilleure chose qui soit C'est arrivée au Sam Thunder, Presti. c'est Sam Presti. Voilà. Et en vrai, on sous-estime un peu l'arrivée de Mark Daigneault quand même. Hein, parce que si ça avait été un autre coach, je suis pas sûr que ça aurait été à ce niveau-là aussi. Si Billy Donovan dit ah ouais, vas-y, je suis chaud, je reste. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh là là, ça aurait été quelque chose. Hein. C'est vrai que le choix de Mark Daigneault pour l'instant est élite. C'est un des meilleurs choix de ces dernières années aussi. Ouais. Ah bah, c'est le meilleur coach de l'histoire du Thunder. Hein. Désolé Scott Brooks, désolé Billy Donovan, mais Oui. c'est le meilleur coach de l'histoire du Thunder. Mais tu vois, même dans des choix de reconstruction, enfin ouais, j'ai rarement été aussi bien. Ouais. Ensuite, question un peu plus historique, on en a quelques-unes. Yoka qui nous demande est-ce que Serge Ibaka aura son maillot retiré et Westbrook sa statue devant le prochain stade. J'ai tendance à te dire non et non, mais bon. Oui, non, parce que y a plein de gens qui ont porté le 9 après Ibaka. Dario Saric, pour ne citer que lui, Jeremy Grant. Donc, vous voyez personne porter le 35 ou le 0. C'est un petit 35, il y a indicateur que. eu. Oui, c'est PJ Dozier, mais c'était il y a 7 ans. C'est parce qu'ils avaient le seum envers KD. Ils se sont dit, tiens, on va te le donner le 35. Non, mais non, je pense pas. Non, puis Ibaka, en termes de longévité, déjà, t'es moins que certains. Il fait D'impact 8 ans quand aussi. même. Hein. Ouais, mais moins que Russ, moins que KD.
Même d'impact, enfin, quoi, c'est quand même pas non plus. Puis son record contre va être battu, donc. Faut aller le chercher les 12 quand même. Hein. Non, je te parle en carrière à OKC. C'est lui qui a le Ouais. total. Je Ah pense oui, que bon, ça. il faut aller le chercher quand même, hein, parce qu'il y a des saisons, Oui, il y a plusieurs saisons à 3 comptes quand même, Ibaka. Hein. mais non, je Mais bon. pense pas. Et après, la statue de Russ, il n'y a pas de titre, quoi. Non, il y aura pas de statut. Tu fais Je pas de pense, ouais. statut, tu fais pas de. Enfin, c'est triste à dire, mais tu fais pas de statut à un mec qui te rapporte pas de titre. Quoi. Il manque le titre. Il Donc pour manque le l'instant, je titre. dirais Mais par non. contre, après Nick Collison, je pense que ce sera lui qui aura le maillot retiré. Déjà parce qu'il prendra sa retraite avant KD. Oui, oui, Et que même si les deux venaient à prendre leur retraite en même temps, jamais le Thunder retire le maillot de KD avant celui de Russ. je pense. Et en parlant de Russ, on a une question de Cartman Vax qui nous demande une dernière danse pour Russ avec le Thunder. Non. Pas maintenant, en tout cas. Pas maintenant. Et puis pourquoi il aurait pas de temps de jeu enfin, c'est jamais bon de rappeler ses ex. Faut rester sur les bons moments et faut pas tout gâcher avec un retour. Il jouerait Ouais, pas. faut voir si moi j'aimerais bien, mais faut voir si la situation le permet. Pour l'instant, elle le permet pas, ça sert à rien. Non. Donc à voir dans quelques années, mais comme tu viens de le dire, il a pas 10 000 années devant le virus. Non, il en a 2, je pense. Après celle-ci, il en a encore 2. Encore. Après, est-ce qu'un jour il reviendra au KC dans le staff et tout? Je suis même pas sûr. Je pense pas que ce Non, soit il sera dans son coin. Il Il sera fera dans ses son coin avec affaires. ses filles et puis il fera son business, sa fondation et puis voilà. Hein. Ouais, il a beaucoup de business, beaucoup de choses, donc ouais, je suis même pas sûr que. Mmh. Par contre, il sera régulièrement invité, je pense. Oui, il sera peut-être, je sais pas, il sera peut-être commentateur. Non, c'est pas le style. Non. C'est pas le Non, je style. pense qu'en vrai, il va vivre sa vie tranquille, je pense. Il sera peut-être ambassadeur. C'est pas Collison qui était ambassadeur à un moment du Ouais, Thunder parce qu'il là. fallait lui donner un poste, quoi. Oui, bah, je sais pas. Il restera dans le coin, je pense. Mais après, c'est un gars de LA, donc je pense qu'il sera pas au Oklahoma City. Non. Non, en vrai, il vivra sa vie très bien. Et puis voilà. Yoka, ensuite, qui nous redemande une seule série de playoffs d'OKC à absolument voir, cela serait quoi? Alors, On a fait des trucs. on pourra en reparler cet été peut-être si on s'y prend un peu plus tôt que l'été dernier. Restez connectés, on va dire. Non, mais non, mais Pour voir 2016. non, la meilleure. Non, c'est Memphis 2014. Oui, Memphis. sur une série, ouais, c'est les grosses joutes là, de ces années-là. Là. Bah, Donc c'est les surtout. Spurs, les Clippers et Memphis, il y en a des très très belles. Ah, mais c'est surtout Memphis 2014. Il y a 4 matchs de suite qui vont en overtime. Donc, Ouais. puis c'est une série qui se termine en 7. Sinon, Regardez la campagne de 2016. Pour le premier tour contre les Mavs, c'est pas bien. Oui, ou juste Spurs Warriors. Bon, Warriors, ça fait mal au cœur. Ouais, Faut mais pas. les matchs sont, c'est épique, quoi. Bon, il y a le game 1 qui est serré, sinon game 3, game 2, c'est raclé, game 3 et 4, c'est super raclé. Game 7, c'est pas trop serré, le 5 non plus, il y a le 6, quoi. Mais en fait, moi, la campagne, enfin, l'année 2016, je crois que niveau NBA, c'est C'est la meilleure, c'est la meilleure. franchement. C'est la meilleure all-time. C'est la meilleure régulière parce qu'il y a le 73-9 des Warriors et c'est les meilleurs playoffs parce qu'il y a il y a des remontées de 3, enfin, il y a des 3-1 leads qui sont blowout et ça se termine par des finales épiques. Les finales, c'était légendaire. Puis pour certains, c'est la dernière de Kobe en plus. Oui, bon après, disons, c'est le dernier match de Kobe. Disons que le Oui, dernier soir de saison régulière, c'est probablement le meilleur dernier soir de l'histoire de la c'est saison n'importe régulière. quoi. C'est-à-dire que en même temps, dans le même temps, tu as une équipe qui tape un record qui beaucoup pensaient n'aurait jamais été battu. En même temps, qu'il y a un top 10 NBA all-time qui tape 60 points pour son dernier match. Voilà. Mm. Ça n'arrivera plus jamais. Après, tu sais que la 2020, elle est un peu épique quand même. Hein. Bah, je me rappelle, oui, mais on en reparlera un jour. Promis, on s'y prendra plus vite. On en reparlera un jour de toutes ces belles séries. Mais pas tout de suite. On n'a pas trop le temps, mais on en reparlera un Et moment. après, juste pour finir, moi, j'ai un peu plus de mal avec les anciennes, parce qu'en fait, ça devient chiant à regarder, c'est chiant. Rien que là, je vois une différence, alors j'imagine même pas si je regarde maintenant du truc des années 90. Ah non, faut pas. Moi, je compte pas Seattle, je compte que OK. Non, mais je parle au global, sur la NBA. Oh, ça va. Ça dépend ce que tu Mm. regardes. Ça dépend ce que tu Ouais. regardes. Quelle équipe tu regardes. Les Knicks des années 90, oui, c'est un peu dur. Mais tu regardes les Suns de Barclay, ça Ah bah courait, oui. ça courait pas mal.
Mais Ah oui. après, non, mais sinon, ouais, regardez 2014 contre Memphis. 2012 contre les Spurs, elle est pas mal. J'aime bien. Et après, sinon, Dans les premières années, ça peut être cool. Quand tu bah, as tapé les Lakers et tout, là. C'est drôle. ouais, bah, c'est 2012, c'est la même année. Sinon, ouais. Les Clippers, c'est marrant, surtout le Game 5, parce que les Clippers, Oui. les Clippers, ils sont à +7 avec 40 secondes à jouer, ils réussissent à perdre en temps réglementaire en plus. Ah, quand ça se fait bien caca dessus, là. C'était très drôle. Ouais, bon, après, Reggie Jackson, c'est vrai que c'est lui qui touche la balle en dernier. Mais bon. Mais sinon, non. 2014 contre Memphis, déjà parce que OKC remporte la série. Et puis parce que c'est des matchs serrés partout. Alors là, pour le coup, c'est pas le plus beau basket que vous allez voir, c'est du grit and grind, hein, globalement. Mais c'était deux équipes qui s'aimaient pas beaucoup. D'ailleurs, assez peu d'équipes aimaient bien les Grizzlies, finalement, entre les Clippers, OKC, les Spurs, voilà. Mais ouais, 2014, c'est celle qui m'a marqué là en les revoyant pour un projet qui a été retardé, on va dire. Ok, avant-dernière question, c'est un petit jeu. Too Fast for You. Construisez votre 5 majeur du Thunder des 5 dernières saisons avec un seul joueur par saison. Et ça, c'est dur. Hein. Attends, 5 dernières saisons, donc on Ouais. commence à la 17-18 2000. Non, 18-19 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 23-23, 23-24. Ouais. Chris Paul 2019-2020, Shai Gilgeous-Alexander 22-23, enfin 23-24 cette année, Paul George 18-19. Ah, et là, ça devient dur. Ça devient dur. Parce que si c'est un par année, il faut prendre les 2 saisons de merde. Alors Ford 2020-2021. Et alors là, il faut trouver la 22. Pour moi, il faut que tu sacrifies, il faut que tu prennes Shea de l'année dernière et que tu prennes Chet cette année. Ah, alors Ford 2021, c'était bien. Hein. Ouais, mais tu prends 21-22. Non, attends. Tu prends. T'as fait trop d'années, toi, non? Non, mais non. Attends. Chris Paul 2019-2020. Ouais. Chez 23-24. Ouais. Paul George 18-19. Horford 20-21. Il faut quelqu'un de la 21-22. Ouais, mais est-ce que tu peux. Tu prends chez 21-22 mais non, c'est la saison où il prend 8 tirs à 3 points par match où il est pas bon. Ouais, il est pas bon, il est. Non, Ouais, celle-là, il est pas bon. c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes quelqu'un 21-22, c'est terrible. Hein. Non, t'as raison. Personne, hein. T'as raison. Chris Paul 19-20, Shea 22-23, Paul George 18-19, Horford 20-21, Chet 23-24. T'es obligé. Ou alors, franchement, sinon, tu dois prendre Lou Dort, qui est à 17 points de moyenne. Non. À 33%, 35%. Non, mais voilà, ou alors c'est la saison rookie de Didi. Non. Et voilà. Darius Bazley 2021. Théo Malédon. Non, mais tu sais que le 5 majeur Chris Paul, Shea, Paul George, Chet, Horford, c'est pas mal. Hein. C'est très, très fort. C'est pas mal. Tu peux faire 2-3 trucs. Hein. Non, je pense que tu peux pas faire mieux. Hein. Je suis d'accord avec toi. Il faut que tu joues sur le Horford là, sur l'année où il était là. Chris Paul était quand même très fort quand il était là. Ah, oui, PG, bah, tu pourrais te dire on prend du Russ, mais dans le construction et PG à ce moment-là est trop fort. Bien sûr, faut prendre un Shea. Et Chet, en fait, tu peux le prendre de cette année. Hein, donc, tu vois, sinon, pour le roster. Oh, oui. Tu vois, j'avais réfléchi vite fait celle-là avant et j'avais à peu près comme toi. Alors, moi, je l'ai fait on the fly. Ouais. Dernière question de Joe Danielos. Quel prospect à la prochaine draft? Joe, il est dans le futur. C'est le seul à avoir posé une question sur les prospects. Tout le monde nous a parlé de playoffs. Il n'y a que Joe qui nous a dit les playoffs. Enfin, les prospects. On va déjà attendre de voir quel pic on a, déjà. Oui. Ce sera intéressant de voir où on est positionné. Non, je pense qu'on aura plusieurs pics. Si on a un pic haut, il faut qu'on prenne du talent, parce que tu n'en as jamais assez. Mais par contre, si tu es à 20, 25e, il ne faut pas prendre un profil de joueur brut, il faut prendre un joueur déjà que tu vois ce qui va te donner, quoi, je pense. Parce que tu n'auras pas le temps de le développer comme un Ousmane Dieng, en fait. Et il nous avait dit, on n'a pas le droit, Joe, dans sa question, on n'a pas le droit de répondre Cody, parce qu'il y a effectivement le frère de J-Dub du côté de Colorado, où les joueurs du Thunder sont déjà déplacés. Bon. Je ne citerai qu'un nom,
même s'il sera plus haut que le pick Coral Thunder, Red Shepherd. 1,90, Kentucky. 50% à 3 points là en 14 matchs avec Kentucky. Il est à 2 stocks de moyenne. Je crois qu'il a 1,5 interception, 0,5 contre. Voilà, Red Shepherd. Très bien. T'as pas envie de prendre un ailier plutôt? Non, Red Shepherd. Red Shepherd. Vraiment, c'est kiff absolu, Red Shepherd. Ah ouais, Est-ce- le prospect sera peut-être très intéressant, mais prenez pas Risaché, s'il vous plaît. Parce Non. que on veut plus de français. Hormis si c'est Alors, Alex Sarr, bon, mais bon, je vois pas par quelle Alex Sarr, c'est opération on pourrait intéressant, l'avoir. ouais. Mais un français un peu brut qu'on va devoir développer, je sais pas si c'est la bonne idée. On Non, aura pas Red de temps. Shepherd. Red Shepherd. Mais il sera drafté plus haut, je pense. Ouais, faut voir quel pic on a, effectivement. Hein. Puis on a encore du temps avant la draft. Hein. Oh, oui, beaucoup de temps. Il peut se passer beaucoup de choses. De temps. Puis voilà, on a été très long, on aurait presque pu couper l'épisode en 2 parties. Est-ce que c'est pas ce qu'on va faire rétrospectivement? Ça va être fait, à voir. Mais en tout cas, merci à tous pour vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à en poser d'autres dans les commentaires, etc. N'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, Twitch, etc. pour suivre tout ce qu'on fait. Et puis voilà, là on passe une très bonne partie de saison en tant que fan du Thunder pour l'instant. Donc, profitez-en, ça fait un moment qu'on attend ça, on espère que ça va durer. Et en attendant, bien sûr, profitez bien des fêtes. Bonne année à tous, parce que sûrement quand vous allez écouter ça, ça sera la nouvelle année. Donc bonne année à tous. Et puis voilà, plein de bonnes choses et que le Thunder soit victorieux le plus longtemps possible. On va dire ça comme ça. Oui. Et puis voilà, on se retrouve très vite. Salut à tous. Salut.